19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Rien n'arrête l'entité sioniste. De nouvelles frappes ciblent plusieurs régions de Gaza et font des dizaines de victimes ce dimanche. À la veille du mois de Ramadan, les rues de Cisjordanie occupées, habituellement décorées pour l'occasion, ne le sont pas en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, reçoit son homologue sierra-léonais Moussa Timothy Kaba au cœur des discussions. Plusieurs dossiers sur la table du Conseil de sécurité. Et à peine quelques heures nous séparent du début du mois sacré du Ramadan et chaque pays se distingue en cette période sacrée par des traditions qui lui sont propres. Nous ferons une escale en Tunisie pour rencontrer les artisans du cuivre de la vieille Médina de Tunis. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes à la veille du mois de Ramadan et les Palestiniens s'apprêtent à passer ce mois sacré sous les bombardements incessants de l'occupant sur Gaza, mais aussi sur Rafah. Plusieurs frappes aériennes ont d'ailleurs ciblé l'enclave palestinienne ce dimanche, faisant des dizaines de victimes. Des dizaines de Palestiniens ont été tragiquement tués par des frappes aériennes au cours des dernières heures dans la bande de Gaza. Au moins 15 civils ont notamment été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'un bombardement qui a pris pour cible des tentes de familles déplacées dans la région d'El Mawasi, à Khan Younes, au sud de Gaza. Une zone qui a ironiquement été désignée comme zone de sécurité pour les Palestiniens par l'armée de l'occupation. Et c'est dans la terreur que les Palestiniens de Rafah se préparent pour le Ramadan. Les décorations qui ornaient les rues habituellement ont disparu cette année et les villes palestiniennes, notamment de Cisjordanie occupées, sont tristes. Les Palestiniens parlent d'un mois saint sans célébration. Ils se contenteront des rituels religieux, comme nous l'explique Malamaziane Zitouni. C'est dans un chaos total que les Palestiniens se préparent pour accueillir le Ramadan, mois de quiétude et de spiritualité. Le caractère religieux du mois sacré est désormais éclipsé par le génocide perpétré dans la bande de Gaza par le sanguinaire sioniste. Même les pourparlers pour un cessez-le-feu semblent au point mort. Contrairement aux années précédentes, les décorations habituelles autour de la vieille ville n'ont pas été installées. Une tristesse similaire règne en Cisjordanie occupée. Dans Gaza, la bien-aimée, nous sommes témoins de la famine, du génocide, de la destruction, de la guerre et de la douleur que ressentent tous les habitants d'Al-Quds. Nous avons donc décidé cette année que la vieille ville d'Al-Quds ne serait pas décorée par respect au sang de nos enfants, aux anciens et aux martyrs. Le Ramadan de cette année arrive alors que les Palestiniens vivent dans une situation tragique. Des massacres, une guerre contre l'humanité, un génocide. C'est pourquoi dans la municipalité d'El Khalil, nous avons décidé de marquer le Ramadan avec des rituels religieux uniquement et d'interdire toutes les célébrations et décorations de rue. Des milliers de policiers ont été déployés dans les rues étroites de la vieille ville d'Al-Quds, là où des dizaines de milliers de fidèles afflueront le soir après la rupture du jeûne à la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux saints de l'islam. C'est notre mosquée et nous devons en prendre soin. Nous devons protéger la présence des musulmans dans cette mosquée qui doivent pouvoir y entrer en grand nombre de manière pacifique et sûre.
Pour le monde musulman, la mainmise de l'occupation sioniste sur Al-Aqsa est inacceptable. Depuis plusieurs décennies, les Palestiniens ont vu leurs terres volées et leurs lieux de culte spoliés sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Les Palestiniens de Gaza vivent une véritable catastrophe humanitaire. Les médecins, à l'exemple du docteur Taher Ahmad, tirent la sonnette d'alarme. Il est médecin urgentiste et se trouve à Gaza depuis maintenant 3 semaines. Il décrit une situation désespérée due au manque d'aide humanitaire. Regardez. Toute organisation qui travaille sur la sécurité alimentaire et essaie de fournir de la nourriture comme Pew Project, je veux dire, ils gèrent cette soupe populaire. Ils vous diront que la situation s'est détériorée pour plusieurs raisons. Et nous en sommes au point où nous le sommes parce qu'il y a un goulot d'étranglement. Il y avait autrefois 3 entrées dans la bande de Gaza. Israël en contrôlait 2 et l'Égypte en contrôle 1. Aujourd'hui, seule 1 sur 3 fonctionne partiellement. Les gens meurent de faim. Si vous demandez à n'importe quelle ONG quelle est la solution la plus facile, il dira qu'il suffit d'inonder les marchés, de permettre aux gens d'obtenir la nourriture dont ils ont besoin, d'autoriser l'ouverture de tous ces ports et ne tuez pas quelqu'un qui essaye d'aller chercher un sac de farine. Et sachez qu'une frappe sioniste a ciblé un véhicule à Rafah et fait au moins 1 mort et 3 blessés. Les Palestiniens sur place craignent que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'ils ne meurent tous. Chaque matin, je sors avec mon fils au passage de Rafah vers l'Égypte. Alors que nous nous rendions au passage, ils ont pris pour cible cette voiture. Tous ceux qui étaient à l'intérieur de la voiture ont été assassinés. Comme vous pouvez le voir, voici le sang. Qu'Allah se venge d'eux. Quelle est leur faute? Quelle est leur faute s'ils meurent et sont des martyrs? Nous mourrons tous de chagrin. Le bilan de l'agression génocidaire s'est alourdi une fois de plus à 31 045 martyrs et 72 654 blessés depuis le 7 octobre dernier, selon le ministère palestinien de la Santé. La même source affirme que l'armée de l'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 85 martyrs et 130 blessés. Et face aux attaques incessantes de l'armée de l'occupation sioniste, la résistance palestinienne riposte et cible des soldats de l'occupation. الله أكبر الله أكبر Voilà donc concernant le génocide qui se déroule à Gaza, au Liban. Cette fois-ci, l'armée sioniste a tué 5 personnes et en a blessé 9 autres samedi soir dans un bombardement qui a ciblé une maison dans le quartier d'Al-Ain, au centre de la ville de Khibrat Selm, dans le sud du pays. L'agence nationale de presse a rapporté que le raid sioniste avait provoqué la destruction complète de la maison, causant de lourdes pertes et des dizaines de maisons proches.
En riposte à cette attaque, le Hezbollah a de son côté annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur une localité du nord dans les territoires palestiniens occupés. Les échanges de tirs sont quasi quotidiens entre l'armée sioniste et le Hezbollah, notamment depuis le 7 octobre. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation des dégâts provoqués par les récentes inondations ayant touché certaines wilayas et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs. Selon un communiqué de la présidence de la République, il a également été sujet d'exposés notamment sur l'état d'avancement des projets miniers structurants dans leur volet industriel, la disponibilité des médicaments au niveau des établissements publics de santé et le recrutement des titulaires de doctorat. Et puis cette nouvelle activité diplomatique pour le ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a reçu ce dimanche son homologue sierra-léonais Moussa Timothy Kaba dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des décisions prises par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, à la suite de la visite de ce dernier en Algérie en janvier dernier. Évoquant le Conseil de sécurité où l'Algérie et la Sierra Leone occupent des sièges non permanents, les deux parties ont discuté des dossiers d'actualité avec à leur tête la question palestinienne et la situation à Gaza. La Sierra Leone et l'Algérie sont présentes simultanément au sein du Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. Nous avons discuté de plusieurs dossiers à l'ordre du jour actuellement du Conseil de sécurité, à la tête desquels figurent le dossier de la Palestine et le dossier de Gaza. Et par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Timothy Moussa Kaba, la Sierra Leone dénonce le génocide perpétré à Gaza et appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Nous sommes tenus côte à côte pour dénoncer la situation en cours à Gaza et à Rafah, où plus de 30 000 civils ont été tués, majoritairement des femmes et des enfants. Nous appelons à un cessez-le-feu humanitaire immédiat ainsi que la nécessité de faire entrer des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Dans ce cadre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'étroite coordination entre les deux pays au niveau du Conseil de sécurité, rappelant que leurs positions convergent totalement à propos de plusieurs dossiers, parmi lesquels on retrouve justement la cause palestinienne et le génocide sioniste contre Gaza. Nous avons exprimé notre satisfaction de la haute et étroite coordination qui lie l'Algérie à la Sierra Leone dans le cadre du Conseil de sécurité à travers une harmonie et convergence complète dans les positions vis-à-vis de ces dossiers, y compris le dossier de la Palestine et le dossier de Gaza. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, Alger et Freetown représentent le continent africain ainsi que l'humanité au sein des plus hautes instances internationales, ce qui les rend en partie responsables de la paix et de la sécurité dans le monde. Actuellement, l'Algérie et la Sierra Leone figurent parmi les 3 pays africains membres non permanents au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier de l'année en cours. L'Algérie et la Sierra Leone ont travaillé sur plusieurs dossiers. Nous avons travaillé ensemble pour représenter le continent africain ainsi que de représenter l'humanité dans les plus hautes instances internationales en charge de la paix et de la sécurité dans le monde. À l'issue de cet entretien, Ahmed Attaf a annoncé l'ouverture d'ambassades dans les deux pays, l'ambassade de la Sierra Leone à Alger et l'ambassade d'Algérie à Freetown. Sa visite intervient dans le cadre du suivi des décisions prises par les présidents de nos pays lors de leur dernière réunion. Le premier objectif de cette visite est lié au suivi du dossier de l'ouverture d'ambassades en Algérie par rapport à la Sierra Leone et à Freetown par rapport à l'Algérie.
L'ouverture des 2 représentations diplomatiques est donc prévue pour cette année, une décision qui fait suite, on le rappelle, à la visite d'État du président sierra-léonais à Alger. Julius Maada Bio était donc à Alger le mois de janvier écoulé. Bien sûr, ma présence ici est au nom du peuple de la Sierra Leone ainsi qu'au nom du président de l'État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, pour déterminer un lieu destiné à la construction d'une représentation diplomatique de la Sierra Leone dont l'ouverture est prévue pour cette année. C'est une conséquence de la visite d'État effectuée par le président en janvier dernier. Le président algérien Abdelmajid Tebboune avait promis de livrer un emplacement pour construire l'ambassade de la Sierra Leone dans l'un des plus prestigieux boulevards de la capitale algérienne, ce qui prouvera sans aucun doute la solidité des relations bilatérales entre les 2 pays. Et toujours en Algérie, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le président directeur général de l'ANEP, Kamel Messoud El-Rem, s'est rendu ce dimanche au siège de notre chaîne Al24 News pour féliciter les employés pour le travail accompli au quotidien. قد تفعل ذلك. نعرف أن البنك المركزي الوطني بنك انجلند وكذلك البنك المركزي سيضطرون للتأجيل ربما حتى فصل الصيف. Tout autre chose à présent, nous sommes à quelques heures du début du mois sacré du Ramadan pour les musulmans du monde entier. Et nous le disions en titre, chaque pays se distingue par ses traditions spéciales pendant cette période sacrée de l'année. En Tunisie, les artisans du cuivre de la vieille ville, de la vieille Médina de Tunis, se partagent une profonde passion pour leur métier de chaudronnier. Les artisans veillent à ce que les ustensiles de cuisine brillent dans tous les foyers durant le mois béni. Reportage signé Mohamed Ali Ben Chaban. Dans les ruelles antiques de la vieille ville de Tunis, Bled El Arbi, un orchestre métallique résonne chaque jour. L'activité fébrile des artisans du cuivre renaît de ses cendres et gagne de terrain. Parmi ces artisans se trouve Abdel Jalil, un maître du métier avec plus de 50 ans d'expérience. Son visage est marqué par les années passées à honorer une passion héritée de ses ancêtres. Il s'agit du plus ancien atelier du marché du cuivre et du premier atelier de polissage du cuivre. C'est une marmite. Je n'ai pas encore travaillé dessus. Je vais d'abord la brûler au feu, puis la nettoyer avec de l'eau chaude pour qu'elle ressorte comme ça. Puis j'y ajouterai de l'étain. Elle doit être propre afin que nous puissions commencer le processus d'ajout d'étain. Durant le mois béni du Ramadan, les clients désirent redonner vie à leurs vieux ustensiles en cuivre. Ces artisans perpétuent une ancienne tradition. Pendant cette période, les gens veulent polir leurs ustensiles en cuivre. Avant le mois de Ramadan, ils veulent que leur cuisine soit belle. C'est une passion. En ces jours saints, ils commencent à polir leurs produits en cuivre. Les gens aimeraient polir le cuivre pendant cette période. Ils veulent que leur cuisine soit belle avant le Ramadan. C'est une passion. Ils commencent à polir leur cuivre. Entre le martèlement des marteaux et le polissage des ustensiles, ces artisans, gardiens d'une tradition précieuse, nourrissent un rêve profondément enraciné, avec l'espoir de continuer à faire briller l'âme de la Tunisie à travers la préservation d'un métier qui risque de s'éteindre. On reste
reste sur le continent pour aller au Sénégal cette fois-ci, alors que la campagne pour l'élection présidentielle du 24 mars a débuté samedi. Le candidat du camp présidentiel et Premier ministre sortant Amadou Ba a procédé à la passation de pouvoir avec son successeur Sidiki Kaba, nommé mercredi à sa place, un remaniement ministériel pour permettre à Amadou Ba de faire campagne. Monsieur le Premier ministre Sidiki Kaba, chers voisins, je vous adresse mes sincères encouragements. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et nous avons tracé une voie vers un avenir plus prometteur pour notre pays et notre population sous le leadership du président Macky Sall. Mes sincères encouragements, je suis convaincu qu'avec votre expérience, votre sagesse et votre abnégation envers notre nation, vous continuerez à diriger notre gouvernement avec succès et à servir notre pays avec dévouement. Le président de la République Macky Sall vous a choisi. Ce n'est pas un hasard. Il vous a choisi pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les principaux membres de cette coalition vous ont adoubé. Dans le reste de l'actualité, une femme a été tuée ce dimanche dans un bombardement ukrainien visant un village frontalier russe. C'est ce qu'a annoncé un gouverneur russe, tandis que les autorités ukrainiennes ont fait état de 9 blessés dans des tirs de missiles russes dans l'est du pays. La Russie qui a lancé ce dimanche le vote anticipé pour l'élection présidentielle dans la ville de Donetsk. De son côté, Kiev a déclaré que tout vote russe dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia ou encore Kherson serait nul et non avenu et qu'elle poursuivrait en justice tout observateur envoyé pour surveiller le vote. Je suis venue participer au vote anticipé pour l'élection du président et j'en suis très fière. Je suis fière de pouvoir participer à la vie de la Russie. C'est un grand honneur pour moi. J'attendais cela depuis un long moment. Oui, bien sûr, compte tenu de la situation, c'est très important. Nous sommes heureux d'avoir vraiment élu le président pour la première fois. Nous l'avons fait. Nous sommes heureux d'être devenus une partie de la Russie et nous sommes maintenant des Russes avec tous les droits. Je peux vous montrer le passeport. Nous votons donc pour le président. Nous voulons la paix, la prospérité et tout ce qui est mieux. Le plus important, c'est que nous ayons la paix. Et après avoir rejoint l'OTAN le 7 mars dernier, la Suède hisse le drapeau de l'Alliance au quartier général des forces armées suédoises à Stockholm ce lundi. Pour l'OTAN, les adhésions de la Suède et de la Finlande qui partagent, on le rappelle, une frontière de 1340 km avec la Russie constituent les ajouts les plus recherchés depuis des décennies. Nous discutons actuellement avec les partis au Parlement suédois. Nous avons également un dialogue au sein de mon parti. Je veux prendre cette situation grave très au sérieux et nous prendrons ensuite une décision. La raison pour laquelle cela s'est produit n'est pas celle de la Finlande. La raison est ce que fait la Russie. C'est qu'ils ont déclenché une guerre en Ukraine. C'est la chose fondamentale à 100%. Ce sont eux les méchants. Ils font de mauvaises choses auxquelles nous devons réagir d'une manière ou d'une autre. Le sud-est de la France touché par d'importantes intempéries. 7 personnes sont portées disparues, dont 2 enfants. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors que 300 pompiers et personnels de secours ainsi que 4 hélicoptères et des drones sont toujours mobilisés dans les départements du Gard et de l'Ardèche. Hier, des précipitations très importantes dans le sud de la France, régulièrement dans le département du Gard et de l'Ardèche. Météo France avait signalé, nous avons fait de très nombreux messages d'alerte. Des pluies très importants, des épisodes cévenols ont touché ces départements avec encore plus d'intensité pendant la nuit, entraînant des montées des eaux et malheureusement des disparus, puisqu'aujourd'hui nous avons 7 disparus, 6 dans le département du Gard, 1 dans le département de l'Ardèche et dans le département du Gard, un père de famille avec ses 2 enfants en très bas âge. Et la capitale haïtienne, Port-au-Prince, fait face à une situation humanitaire de plus en plus précaire, et ce au lendemain d'une nouvelle soirée d'affrontement entre police et bandes armées.
Au Pakistan, Asif Ali Zardari a prêté serment en tant que 14e président de ce pays ce dimanche. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais présidentiel. Zardari, coprésident du Parti du peuple pakistanais, a remporté l'élection avec 411 voix contre 181 sur l'ensemble du collège électoral composé du Parlement et des 4 assemblées provinciales. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.